GDR, recherche opérationnelle et décision, dans cette salle. Donc je disais, le tutoriel précédent, c'était cœur de héros, et là on passe un peu du côté du dé, du nouveau dé associé à la héros, et on est très fiers d'avoir, de partager finalement cette thématique avec le GDR Radia, et beaucoup de gens comme Olivier sont dans les deux GDR, et ça se passe très bien. Et Olivier fait beaucoup quand même d'optimisation combinatoire dans ses travaux, il ne faut pas croire. Et donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Olivier, donc, qui est maître de conférence Sorbonne Université, 6. Et bon, je ne vais pas présenter ton CV, tu es très connu dans la partie décision, notamment apprentissage des préférences et autres. Donc voilà, je vais vous présenter les préférences structurées en décision collective, vos connaissances et complexité. Merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de parler avec le micro. Je peux parler avec le micro, mais je vais essayer comme ça. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de préférences structurées. C'est une thématique qui est, je dirais moi, à la frontière entre la communauté RO et la communauté IA. En pratique, elle est 100% étudiée en ce moment, quasiment à 90% par la communauté IA. Enfin, en tout cas, les exposés là-dessus sont principalement en communauté IA. Et c'est dommage parce que c'est une thématique qui est apparue en RO. Voilà. Et ensuite, c'est l'IA qui s'en est emparée. Donc voilà. Alors, pour vous parler, donc c'est ça, les préférences structurées en décision collective, c'est une thématique qui relève du choix social, de ce qu'on appelle aujourd'hui le choix social computationnel. Le choix social computationnel, c'est donc une communauté de chercheurs, voilà, c'est un domaine qui s'intéresse à la théorie du choix social, mais du point de vue de l'informaticien. Et donc, avant de vous parler de choix social computationnel et plus précisément de préférences structurées, je vais faire quelques rappels sur la théorie du choix social parce que c'est quand même le point de départ. Donc, la théorie du choix social, ce sont des... en théorie du choix social, on considère ce qu'on appelle un profil de préférence. Il y a un ensemble de préférences d'agents, d'individus, et puis généralement, on va chercher à les agréger de façon raisonnable, souvent. Ensuite, les problématiques se sont largement élargies, mais pour le moment, je vais juste parler de ça, l'agrégation de rangement. Donc, à la différence du vote que vous avez en tête, qu'on a tous en tête dans un contexte électoral, en théorie du choix social, on s'intéresse à des votes où il n'y a pas un seul nom sur le bulletin, mais il y a un rangement. Voilà. Et on cherche à agréger les rangements. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. L'enquête n'est pas un ensemble de bulletins avec chacun un nom, c'est un ensemble de rangements. Chacun exprime sa préférence sur les candidats. Et donc une règle de vote agrège les préférences en soit une préférence collective, soit désigne un vainqueur. Donc quand l'agrégation de préférences individuelles en une préférence collective, on appelle ça une fonction de bien-être social. La règle qui fait ça, on appelle ça une fonction de bien-être social, on peut en concevoir un tas. Et quand on désigne un vainqueur, on appelle ça une fonction de choix social. Voilà, donc je vous ai mis un petit exemple là où il y a trois votes, par exemple, 3 bulletins. Donc vous voyez, chaque bulletin est sur exprime un rangement sur 3 candidats. Et en retour, on retourne une préférence collective. Donc ça, c'est une fonction de bien-être social. La théorie du choix social s'articule autour de 2 résultats d'impossibilités qui sont incontournables, sur lesquels gravitent vraiment un très grand nombre de travaux en théorie du choix social, conduits donc au départ par des économistes. Ces 2 résultats d'impossibilité, c'est le théorème d'Arrow et le théorème de Gibbard-Satterwhite. Donc le théorème d'Arrow, il consiste à dire que si on a 3 candidats ou plus, on veut agréger donc des préférences sur 3 candidats ou plus, il n'existe pas de règle de vote qui va satisfaire à la fois les conditions d'universalité. L'universalité, c'est de dire qu'on peut bien voter ce qu'on veut, voilà, on peut mettre le rangement qu'on veut sur le bulletin. D'unanimité, ça c'est dire que si tout le monde est d'accord pour dire qu'on préfère le candidat A au candidat B, enfin, si tout le monde préfère le candidat A au candidat B, alors dans la préférence collective, A doit être classé devant B. C'est une condition qui paraît raisonnable. L'indépendance aux alternatives tierces,
Donc l'indépendance aux alternatives tierces, c'est de dire le rangement de A et B dans la préférence collective, à l'issue de l'agrégation, ne doit dépendre que des comparaisons entre A et B dans les préférences individuelles et pas d'une tierce alternative C. Pas la présence d'une tierce alternative C ne doit pas jouer sur le rangement de A et de B. Voilà, ce n'est pas vérifié à l'élection présidentielle par exemple. C'est l'indépendance aux tierces alternatives. Alors, si on s'impose ces 4 premières conditions, il existe une règle. Donc cette règle qui marche, c'est la dictature. La dictature vérifie ces 4 conditions. C'est-à-dire, si on fixe un votant dont on dit c'est ton avis qui sera la préférence collective, ça vérifie les 4 propriétés. Voilà. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Si on impose qu'on ne souhaite pas la dictature, alors il n'existe pas de fonction d'agrégation des préférences qui vérifie les différentes propriétés. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat, le bien connu théorème d'Orwell, qui dit qu'il n'y a pas de bonne façon d'agréger les préférences. Deuxième résultat d'impossibilité, le théorème de Gibbard-Satterthwaite. Donc le théorème de Gibbard-Satterthwaite, lui, dit qu'il n'existe pas de règle de vote qui soit non manipulable. Qu'est-ce que c'est la manipulation? Donc il y a une définition formelle, mathématique, de la manipulation d'une règle de vote. C'est quand un votant a intérêt à ne pas exprimer sa préférence sincère, parce que s'il n'exprime pas sa préférence sincère, le vainqueur qui en sortira, ça porte principalement ce théorème d'impossibilité sur les fonctions de choix social, on désigne un vainqueur, le vainqueur qui en sortira sera meilleur que s'il disait ses préférences sincères. Donc, je vais encore utiliser l'exemple des présidentielles, c'est le vote utile. Voilà. Le vote utile, on considère ça comme une manipulation. Et donc, le théorème de Gibbard-Satterthwaite dit qu'il n'existe pas de règle de vote, et plus précisément donc, de fonction de choix social, qui, quand il y a 3 candidats ou plus, satisfait à la fois l'universalité, la non-manipulabilité, la surjectivité. Donc la surjectivité, c'est un nom mathématique pour dire que n'importe quel candidat peut être élu. Voilà, le candidat est exclu a priori. Et la non-dictature. Et une façon de contourner, et là j'en reviens aux structures, une façon de contourner ces 2 résultats d'impossibilité, ces 2 résultats d'impossibilité, c'est de relaxer forcément une des conditions, et la condition qu'on va relaxer, c'est l'universalité, vous voyez, qui est présente dans les 2. Elle est présente là, et elle est présente là. L'universalité, c'est de dire, de dire qu'on peut bien mettre le bulletin qu'on veut. Alors, ça pourrait, au premier abord, paraître un peu dur de renoncer à l'universalité, mais il y a quand même beaucoup de contextes où ça apparaît naturellement. Par exemple, si on exprimait tous nos préférences sur la température de cette salle, alors, effectivement, elle serait, et donc je vais introduire la notion de préférence unimodale, elle serait unimodale, c'est-à-dire qu'on a une température préférée, par exemple, je ne sais pas, moi, 20 degrés, et puis ensuite, elle serait décroissante quand on s'éloigne de notre température préférée. Et donc, en quelque sorte, il y a un axe sur les températures qui préexistent, l'axe des températures croissantes, qui fait que toutes les préférences ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'une préférence où ma température préférée c'est 20, puis 23, puis 21, puis voilà, vous voyez, on a vu comme ça, c'est pas très crédible. Donc il y a quand même des contextes où les préférences vont être structurées. J'ai parlé de température, j'aurais pu parler de niveau de taxation. Les préférences sur un niveau de taxation, là on est dans un contexte politique, généralement aussi elles vont être unimodales. Et ensuite, si je prends des préférences sur des candidats à une élection, par exemple, on peut considérer que dans de nombreux cas, on peut se considérer qu'elles vont être unimodales par rapport, alors là c'est plus discutable parce que ça n'existe pas, mais par rapport à un axe politique gauche-droite. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir un ou une candidate préférée, et puis souvent, nos préférences vont décroître quand on s'éloigne de ce candidat ou de cette candidate vers la gauche ou vers la droite. Une forme d'unimodalité.
C'est-à-dire que même s'il y a des désaccords multiples dans la société sur les politiques à préférer, par contre, il y a souvent beaucoup plus de consensus sur la façon dont les candidats se positionnent les uns par rapport aux autres. Et on peut faire l'hypothèse, qui ne paraît pas délirante, même si c'est une hypothèse très forte, et on le verra d'ailleurs dans les expérimentations, que les préférences sont unimodales, voilà, par rapport à l'acte politique. Donc ça m'a permis d'introduire cette notion de préférence unimodale. Donc les préférences unimodales, c'est la première structure de préférence qui a été introduite en théorie du choix social par Black en 1948, Duncan Black, et dit qu'il existe un axe sur les candidats et que, par rapport auquel les préférences sont unimodales. Alors ici, vous avez, voilà, par exemple, sur cette figure, la préférence rouge, elle est unimodale par rapport à l'axe 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire qu'on a un candidat préféré qui est 2, et quand on s'éloigne vers la gauche ou vers la droite de ce candidat préféré, la préférence décroît. Okay, au plus le point est haut, au plus le candidat est apprécié. Voilà. Donc là, l'ordre, c'est par exemple 3, 2, 4, 1, 5. Voilà. Et pour le candidat, pour le votant bleu, on voit aussi que la préférence est unimodale. Il y a un seul pic. Voilà, il n'y a pas deux pics. Si on trace la préférence, il n'y a pas deux pics. C'est pour ça qu'on dit unimodal, un seul. Alors donc, pour qu'un ensemble de préférences soit unimodal, il faut que toutes les préférences soient unimodales par rapport au même axe. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Hein. Il n'y a pas un axe par votant. Il faut que toutes les préférences soient unimodales par rapport à un même axe. Et alors, on dit que les préférences sont unimodales. Ici, vous avez, voilà, par exemple, ces préférences, ces trois votants ne sont pas unimodales par rapport à l'axe 1, 2, 3, 4, 5, parce que ce votant-là, que j'ai rajouté, lui, il a deux pics. Il a un pic ici et un pic ici. Ok, il a un pic en 2 et un pic en 5. Et donc, ce n'est pas unimodal. Voilà. Après, vous avez une notion qui est apparue ensuite, qui est la notion de, proposée par Combs, qui a été beaucoup étudiée et élargie, étendue, qui est celle des préférences dépliables. Alors, les préférences dépliables, c'est que c'est un renforcement de préférence unimodale, c'est une condition encore plus forte. C'est-à-dire qu'on peut disposer les candidats et les votants sur un axe, en sorte que la préférence de chaque votant est décroissante avec sa distance sur l'axe au candidat. Donc c'est encore plus fort, c'est plus restrictif que de dire que c'est unimodal. Okay, donc c'est les préférences, si vous voulez, c'est comme si vous aviez une corde le long de laquelle vous mettez les candidats. Alors avec une certaine distance, ils ne sont pas forcément répartis uniformément sur la corde, et puis vous vous placez, en tant que votant, vous vous placez quelque part sur la corde, vous prenez votre corde à l'endroit où vous vous placez, vous vous situez, et vous faites tomber la corde, et vous regardez dans quel ordre apparaissent les candidats du haut vers le bas, et c'est votre préférence qui est, cette fois-ci, donc dépliable, c'est en ce sens-là que c'est dépliable. Voilà. Et donc les deux résultats d'impossibilité d'Arrow et de Lippard-Satterthwaite ne s'appliquent pas si les préférences sont unimodales. On a renoncé à l'universalité, mais les deux résultats d'impossibilité ne s'appliquent pas. Voilà. Ça permet de contourner ces résultats. Alors là, je vous donne l'intuition de pourquoi ça marche. Pour simplifier, on va supposer que le nombre de votants est impair, parce que pourquoi je suppose que le nombre de votants est impair? Parce que si le nombre de votants est pair, il peut y avoir des ex-aequo, même si ce sont des contextes réels. Il faut y aller, mais oui. Ça ne paraît pas intuitif, parce que là tu dis, si jamais il y a la règle unimodale, alors on peut avoir des méthodes de vote indépendantes aux alternatives. Aux tierces alternatives. Et alors que le vote, par exemple, pour les présidentielles, doit être assez unimodal, et pourtant il y a du vote utile. Non, il y a des problèmes avec les alternatives non pertinentes. Si les données sont unimodales, alors je peux proposer une règle de vote qui va permettre d'avoir de l'indépendance aux tierces alternatives. Mais la règle, de toute façon, il n'y aura pas d'indépendance aux tierces alternatives. C'est si les données sont unimodales, je peux proposer une règle de vote qui marche. Oui, je retire ma question. Et donc, juste pour le théorème de Rowe, si on considère la relation, je vais introduire la notion de relation majoritaire. Donc la relation majoritaire, c'est une relation binaire sur l'ensemble des candidats, où on dit qu'un candidat est préféré à un autre s'il y a une majorité de votants,
voilà, qui préfère ce candidat à l'autre. Voilà. Et donc on peut tracer un graphe, comme vous le voyez ici, qui représente la relation majoritaire, où les sommets représentent les candidats et les arcs, les préférences entre candidats. Il y a un arc de A vers B si A est préféré à B par une majorité de votants. Donc ici, je vous ai représenté le graphe de la relation majoritaire qu'on appelle graphe de majorité de ce profil de préférence. Vous avez deux votants qui préfèrent A à B, à C à D, et un votant qui préfère C à A, à D et à B. Donc on voit que la majorité c'est forcément A, B, C, D, ça c'est simple. Et donc je trace le graphe où j'ai ces préférences A, B, C, D. Voilà, qui est ici. Si les préférences sont unimodales, alors ce graphe est forcément sans circuit. Et donc du fait que ce graphe est sans circuit, il y a ce qu'on appelle un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire un candidat qui est préféré par une majorité de votants à chacun des autres candidats. Donc ce candidat, on peut le placer en tête de la préférence collective. Et ensuite, on itère. Et on construit comme ça un tri topologique, un tri topologique du graphe sans circuit, qui est notre rangement agrégé. Et cette méthode vérifie les propriétés du théorème de Rho, hormis l'universalité. Voilà, donc ça c'était pour montrer que si les préférences étaient unimodales, on contourne le résultat de la possibilité, on arrive à satisfaire les 4 autres conditions. Et pour se convaincre maintenant que la manipulation aussi, on peut construire une règle de vote non manipulable si les préférences sont unimodales. Cette règle de vote, ça consiste à appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'électeur médian. Donc le théorème de l'électeur médian, c'est de procéder comme ça. Pour chaque votant exprime sa préférence. Alors en fait, là, dans cette règle de vote de l'électeur médian, on va se servir juste du candidat préféré de chaque votant. Pour désigner le vainqueur, on va se servir juste du candidat préféré. Donc, chaque votant exprime donc, du coup son candidat préféré. Et on regarde, donc on trace l'axe par rapport auquel les préférences sont unimodales. Et au-dessus de chaque candidat, on indique combien de votants l'ont placé en première position. Donc là, ça veut dire que 3 votants ont placé A en première position, 1 votant a placé B en première position, 2 votants C, 1 a placé D. Et ici, l'électeur, ce qu'on appelle l'électeur médian, c'est l'électeur tel qu'il y a la moitié des électeurs qui sont à sa gauche et l'autre moitié qui sont à sa droite. Donc ici, c'est l'électeur qui correspond à ce vote-là. Cet électeur-là qui a voté B, d'accord? Parce qu'il y a 3 votants qui sont à sa gauche et il y a 3 votants qui sont à sa droite, d'accord? Et donc on élit B. On élit B. Ça, c'est non manipulable parce que, pour s'en rendre compte, il suffit de se dire, supposons qu'il y a des électeurs qui se déplacent, des électeurs qui sont à droite de B, qui déplacent leur choix préféré toujours à droite de B. Ça ne change rien à la médiane. Supposons maintenant qu'ils soient en B, ça donne un vote de plus pour B. Ça ne va pas améliorer la situation pour eux. Et maintenant, supposons qu'ils passent du côté de A, ils vont faire basculer le candidat préféré vers A, c'est pire pour eux en fait. Ils vont se retrouver avec un candidat unique encore pire. Donc du coup, c'est l'électeur médian, si on suit le choix de l'électeur médian, c'est non manipulable. Chacun a intérêt à exprimer sa vraie préférence, voilà, son vrai candidat préféré. Voilà. Et donc maintenant, j'en viens aux aspects algorithmiques. Donc c'était juste pour montrer déjà donc, les structures de préférence ont été introduites en choix social parce que ça donne des bonnes propriétés et ça permet de faire les choses. Quand il n'y avait pas de structure, c'était un peu déprimant parce qu'il n'y avait pas de bonne règle de vote, et pas non plus de règle de vote non manipulable. Et donc les premiers travaux qui, a posteriori, relèvent du choix social computationnel, ce sont les travaux de chercheurs opérationnels qu'on connaît bien, enfin, peut-être certains d'entre vous connaissent bien, en tout cas moi je les connais bien, qui sont Bartholdi et Crick. Voilà, c'est des travaux de 86, et qui sont intéressés précisément, d'une part, à la reconnaissance de préférences unimodales, c'est-à-dire se dire, si on me donne un profil de préférence, est-ce que c'est facile ou difficile de détecter si ce profil est unimodal, c'est-à-dire de trouver l'axe par rapport auquel les préférences sont unimodales, ou de conclure, ou de dire, non, ces préférences ne sont pas unimodales.
Donc, premier problème qu'ils ont abordé, et dans le même article, donc c'est dans Opération Cherche-Cherche-Letter, voilà. Et dans le même article, ils ont aussi étudié le problème des colocations stables, que je vais vous décrire, et ils ont montré que si les préférences sont unimodales dans le problème des colocations stables, alors ça réduit la complexité algorithmique de déterminer une solution au problème, une solution stable au problème. Je vais davantage détailler dans 2 minutes. Ok. Enfin, alors, pour ce qui est de la reconnaissance, en fait, c'était vraiment pas cher de prouver que c'était un problème facile, mais c'est un résultat que j'aime bien parce qu'il y a une petite surprise, il y a un petit twist qui est quand même assez étonnant. Et donc, pour montrer que le problème de reconnaître des préférences unimodales est un problème facile, c'est-à-dire qu'on peut résoudre en temps polynomial du nombre n d'électeurs et du nombre m de candidats, on peut procéder par réduction du problème au problème des 1 consécutifs dans une matrice. Alors, dans une matrice binaire. Alors, qu'est-ce que c'est le problème des 1 consécutifs dans une matrice binaire? On se donne une matrice binaire, donc avec que des 0 et des 1, et on cherche à répondre à la question suivante. Est-ce qu'il existe une permutation des colonnes en sorte que, donc des colonnes de la matrice, en sorte que dans chaque ligne, les 1 soient consécutifs? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il existe une permutation des colonnes de la matrice en sorte que dans chaque ligne, les 1 soient consécutifs? Et ce problème a été... alors, je vais d'abord vous montrer que le problème de reconnaissance des préférences unimodales se réduit à ce problème des 1 consécutifs. Donc je vais vous montrer sur l'exemple que vous voyez en bas du transparent. Il y a 2 votants, 4 candidats. 2 votants V1, V2, 4 candidats A, B, C, D. Et on va construire une matrice, vous allez vous convaincre, j'espère, assez vite que ça marche. On va construire une matrice à partir de ce profil de préférence, une matrice binaire. Et on va construire une matrice binaire où il y a plusieurs lignes par votant. Donc par exemple, le votant 1, sa préférence c'est B, C, D, A. Donc du fait que sa préférence sont B, C et B, C, D, A, et que sa préférence est unimodale, enfin, si sa préférence est unimodale, ça voudrait dire que dans l'axe, B et C doivent être voisins. D'accord? Parce que la préférence est unimodale. Parce qu'une autre façon de voir l'unimodalité, c'est que la préférence d'un votant, c'est un parcours d'un axe. C'est le parcours de l'axe sur les candidats. Donc, si les préférences sont unimodales, alors, par rapport à un axe, alors B et C sont voisins le long de cet axe, à cause de l'électeur V1. Et par ailleurs, B, C et D sont aussi voisins. Ok? Et de même, maintenant je prends le votant V2, C et D sont voisins. Et C, D et B sont voisins, c'est-à-dire qu'ils forment un ensemble de 1 consécutif. Donc vous voyez qu'à partir du profil de gauche, j'ai construit une matrice binaire ici. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas pris B parce que B est forcément voisin de lui-même. Si je mets une ligne avec un seul 1, elle n'est pas contraignante. Et je n'ai pas aussi pris le cas ABCD, parce qu'une ligne avec que des 1 n'est pas contraignante non plus. J'ai pris que les 2 lignes qui étaient contraignantes. Voilà. Donc j'ai pris 2 lignes pour V1, 2 lignes pour V2, et on a équivalence entre le fait que ce profil soit unimodal et cette matrice binaire et la propriété des 1 consécutifs. Qu'il existe une permutation des colonnes de cette matrice en sorte que les 1 soient consécutifs dans chaque ligne. Et la permutation des colonnes de cette matrice, ce sera précisément l'axe. Voilà. D'accord? Et alors, ce que je trouve joli, c'est que l'algorithme de Busse-Soliker est vraiment assez puissant, je trouve. Enfin, d'ailleurs, il est extrêmement utilisé, parce qu'il ne retourne pas une seule permutation des colonnes pour lesquelles les 1 sont consécutifs dans chacune des lignes. Il retourne toutes les permutations des colonnes pour lesquelles les 1 sont consécutifs dans chacune des lignes. Et ce nombre de permutations des colonnes, il peut être exponentiel de la taille de la matrice. Ce nombre de permutations des colonnes, il peut être exponentiel de la taille de la matrice. Pourtant, leur algorithme est polynomial. Comment ils font ça? Parce qu'ils retournent une représentation concise de l'ensemble des permutations. Cette représentation concise de l'ensemble des permutations, c'est ce qu'on appelle un PQ tree. Voilà, donc là je vous en ai tracé un petit PQ tree. L'idée, c'est, en fait, c'est une représentation concise
consiste d'un ensemble de permutations. On lit les permutations réalisables sont obtenues en lisant les feuilles de la gauche vers la droite. Donc là, par exemple, comme permutation réalisable, vous avez A, B, C, D, E, F, G. Voilà, ça c'est une permutation réalisable. Et ensuite, j'ai le droit de changer l'ordre des enfants de chacun des nœuds. Les nœuds P, je peux changer l'ordre exactement comme je veux. Et les nœuds Q, par contre, je peux soit les inverser, soit les garder dans le même ordre. Voilà. Vous avez ces deux contraintes. Et du coup, par exemple, B, A, C, D, E, F, G, c'est aussi une permutation qui est dans l'ensemble des permutations représentées par cette représentation compacte. D'accord ? Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ce que je trouve très joli, mais ça c'est pas forcément lié à l'unimodalité, mais c'est vraiment lié au problème des inconsécutifs, c'est qu'on arrive à retourner un ensemble, à retourner l'ensemble des solutions du problème, alors même que en temps polynomial, alors même que cet ensemble de solutions est de taille exponentielle. Et c'est parce qu'on calcule directement une représentation concise de cet ensemble de solutions. Et donc on peut retourner l'ensemble des axes par rapport auxquels les préférences sont unimodales, juste par réduction du problème au problème des inconsécutifs. Alors je vais avancer, je prends beaucoup de retard. Donc ensuite, je vous ai dit qu'il s'était intéressé au problème de couplage stable. Un problème de couplage stable. Et le problème des colocataires dans ce même papier. Donc le problème de colocataire, c'est le suivant. C'est on se donne deux n individus et on veut les mettre dans des chambres par deux. D'accord ? On veut les mettre dans des chambres par deux. Et chaque individu a des préférences sur les autres individus. Et on suppose que ces préférences donc, sont unimodales. Alors pour vous figurer comment ça pourrait arriver que des préférences seraient unimodales sur les autres individus, dites-vous que ce qui guide ces préférences, c'est justement uniquement la température qu'on va mettre dans la chambre. Voilà. Bah, du coup, là, les préférences sont naturellement unimodales. Même si ça veut dire qu'ils sont quand même de bonnes compositions tous. Mais, voilà. Donc imaginez que les préférences sont juste conditionnées par la température qu'on va adopter dans la chambre. Dans ce cas-là, les préférences sont unimodales et on veut faire donc un appariement stable, c'est-à-dire regrouper les personnes par deux pour les mettre dans des chambres, en sorte que donc la stabilité, c'est il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui soient dans deux chambres différentes et qui auraient préféré être ensemble qu'être avec leur colocataire courant. D'accord ? Exactement comme le problème du mariage stable. Sauf que là, c'est pas biparti, il y a un seul ensemble, et on apparie par deux. Et il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui se retrouvent dans la même chambre, alors que toutes les deux, alors qu'il y a une des deux qui aurait il ne faut pas qu'il y ait deux personnes dans des chambres différentes qui auraient préféré être ensemble qu'être avec leur colocataire actuel. Voilà. Donc ce problème de couplage stable, c'est un problème qu'on peut résoudre en temps linéaire, du nombre d'individus, si les préférences sont narcissiques et unimodales. Alors narcissique, c'est quoi? C'est que la personne qu'on préfère, c'est soi-même. C'est comme s'il y avait une élection, et lors de l'élection, et que les candidats sont aussi des votants à l'élection, et donc la première personne qu'ils vont mettre comme personne préférée, c'est eux-mêmes. Voilà. C'est ça qu'on appelle des préférences narcissiques. Donc là, bien évidemment, si on suppose que les préférences sont conditionnées par la température, la température qu'on choisit, c'est notre température préférée, donc on se passe en premier. Puis ensuite, les préférences sont unimodales. Donc là, je vous ai mis un petit exemple à 8 individus, avec chacun des préférences qui sont unimodales par rapport à l'axe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez que chaque individu se place bien en première position de ses préférences. Alors, comment on fait pour construire un couplage stable si les préférences sont unimodales? De la manière suivante. En fait, il suffit de remarquer, on va pouvoir le faire de façon gloutonne. Et il suffit de remarquer la chose suivante, c'est que si les préférences sont unimodales et narcissiques, alors si on demande à chaque individu son colocataire préféré, c'est soit la personne qui est à sa gauche, soit la personne qui est à sa droite. Si on demande à chaque individu son colocataire préféré, c'est soit la personne directement à sa gauche, soit la personne directement à sa droite, puisque c'est lui son préféré. Donc le deuxième préféré, il est soit directement à sa gauche, soit à sa droite. Donc si on demande sa paire préférée, c'est par exemple pour l'individu 2, c'est soit cette paire-là, soit cette paire-là. Pour l'individu 3, c'est soit cette paire-là, soit cette paire-là.
et ainsi de suite. Et là, on peut appliquer le principe des tiroirs de Dirichlet, c'est-à-dire qu'on voit qu'il va y avoir 2n moins une paire pour 2n individus. Okay, il y a 2n individus, et il va y avoir 2n moins u, il n'y a que 2n moins u réponses possibles. Il n'y a que 2n moins u réponses possibles pour 2n individus. Autrement dit, il y a forcément 2 individus qui vont avoir la même réponse, qui vont se préférer mutuellement à tous les autres. Donc ces 2 individus, on doit forcément les mettre ensemble, si on veut de la stabilité. Parce que de toute façon, ils se préfèrent tous les deux à tous les autres. Donc on les met ensemble. Et ensuite, on peut itérer. C'est-à-dire que, en fait, la propriété d'une modalité, elle est héréditaire par suppression du candidat. Si vous supprimez des individus, si vous les supprimez dans l'axe, et sur les individus restants, les préférences restent unimodales par rapport à l'axe réduit. Et du coup, on va retrouver à nouveau 2 individus qui se préfèrent à tous les autres individus restants, qu'on va à nouveau mettre ensemble. Et ainsi de suite. Et de cette manière, en n itérations, puisque à chaque itération, on a pari 2 individus, il y en a 2n au départ, on construit un couplage stable. Voilà. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de voir que la stabilité a aussi ses inconvénients, parce que, vous voyez que dans ce couplage stable, 1 et 8 se retrouvent ensemble, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes préférences en matière de température, et donc ils vont passer une très bonne année. Voilà. Alors, je réfléchis à comment je vais commencer. Ok. Donc, si maintenant on étend un petit peu et qu'on passe à des résultats plus récents, donc ça c'est vraiment un résultat historique, enfin c'est un petit peu un résultat fondateur sur l'analyse des structures en décision collective et plus largement en choix social computationnel. Alors, je vais illustrer l'utilité des structures qu'on peut identifier dans les préférences. Je vais vous présenter d'autres structures que l'unimodalité et je vais illustrer leur intérêt algorithmique sur un problème d'élection de comité. Donc, un problème d'élection de comité, on ne cherche plus à élire une seule personne, mais on cherche à élire K personnes. D'accord ? Donc ici, vous avez un profil de préférence. Okay, donc ces préférences, chaque colonne correspond à un votant et vous avez des préférences qui décroissent en baissant la colonne. Okay, et on cherche à élire K individus parmi A, B, C, D de façon à poser un comité qui va représenter le corps électoral, comme il y aurait une assemblée. Okay, et on va utiliser la règle de Chamberlain-Courant. Donc la règle de Chamberlain-Courant, elle dit que le représentant d'un votant, c'est la personne du comité qui est la plus haut dans ses préférences. Le représentant d'un votant, c'est la personne du comité qui est la plus haut dans ses préférences. Et du coup, on peut attribuer un score à un comité en sommant les scores des représentants des différents votants. En supposant que si le votant 1, par exemple, est représenté par le candidat A, pour lui, ce comité, enfin ce représentant vaut 4. Voilà, c'est son candidat, c'est son représentant préféré. Par exemple, si je considère le comité, supposons que K égale 2, si je considère le comité AC, okay, la valeur de ce comité, le score de ce comité qu'on cherche à maximiser pour avoir la meilleure représentation possible du corps électoral, ça va être 4, okay, parce que le représentant du premier votant c'est A, plus 4, parce que le représentant du deuxième votant c'est C, plus 4, voilà, en gros 4 pour tout le monde, sauf pour le votant 5 ici, dont le représentant est C, ici, c'est pas son voilà, enfin son candidat préféré n'est pas dans l'Assemblée, et donc pour lequel c'est 3. Et ça donne 23, et on se convaincra sans mal que parmi les comités de taille 2, on ne peut pas faire mieux. Et donc dans ce cas-là, le comité élu, c'est le comité, pour cette donnée, K égale 2 et cette matrice de préférence, c'est le comité AC. C'est un problème qui a été prouvé NP difficile. Voilà. Étant donné un profil de préférence et une valeur de K, de déterminer un comité optimal. Si maintenant les préférences, donc c'est NP difficile dans le cas général, qui a été prouvé par Procaccia en 2008. Maintenant, si les préférences sont unimodales, alors le problème est facile et c'est avec une technique de RO qu'on peut le montrer. Alors, on peut le montrer différemment aussi, mais on peut le montrer. En fait, c'est gratuit de montrer que c'est facile. Pourquoi ? Parce que si on écrit, alors je ne vais pas le détailler parce que je passe déjà pas mal de temps,
Enfin, je prends déjà trop de temps. Si on écrit le programme linéaire correspondant à ce problème, d'accord, programme linéaire en variable binaire, okay, je l'écris en variable binaire, donc les variables binaires, ça va consister, bon, je ne détaille pas. On écrit le programme linéaire en variable binaire correspondant au problème d'élection de comité. Si les préférences sont unimodales, alors la matrice de ce programme, elle a la propriété des 1 consécutifs, dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand une matrice, donc la matrice des contraintes, quand une matrice des contraintes a la propriété des 1 consécutifs, alors elle est totalement unimodale. Unimodulaire, pardon. Elle est totalement unimodulaire. D'accord ? Et donc, par conséquent, je peux relaxer les contraintes d'intégrité et prendre des variables dans l'intervalle 0,1, et donc c'est gratuit de montrer que c'est polynomial. Enfin, il suffisait d'écrire le programme. Ça a été montré par Dominique Peters en 2018. C'est amusant. Alors, il existe donc des généralisations de l'unimodalité sur un axe à l'unimodalité, par exemple, sur un arbre. Donc, si je prends ce profil de préférence-là, je vais me mettre un peu de ce côté-là parce que je suis... Si je prends ce profil de préférence-là, ce profil ici, pardon, il n'est pas unimodal, c'est-à-dire quel que soit l'axe que vous aurez toujours une des courbes de préférence qui a 2 pics. Voilà. Mais par contre, on peut montrer que c'est unimodal sur cet arbre. C'est-à-dire que chaque préférence, donc une autre façon de dire, c'est que chacune de ces préférences est un parcours au sens algorithmique de cet arbre. Vous voyez, si je prends la première, C1, C2, C3, C4, C5. La deuxième, C1, C3, C4, C2, C5. C'est-à-dire un parcours, c'est-à-dire que chaque candidat, quand il apparaît, il est voisin d'un candidat qui est apparu avant lui. Pas forcément immédiatement avant lui, mais qui est apparu avant lui. Voilà. Donc vous voyez, quand vous donnez un arbre, ça vous restreint l'ensemble des préférences possibles. Parce que vous imposez ensuite que les préférences soient toutes des parcours de cet arbre. Donc ça c'est une généralisation, ça présente l'avantage que c'est quand même plus facile à obtenir des préférences unimodales sur un arbre. Et il a été montré que le problème d'élection de comité selon la règle de Chambers-Courant est fixed parameter tractable pour des préférences qui sont unimodales sur un arbre. Ce n'est pas polynomial, mais c'est fixed parameter tractable par rapport au paramètre K, c'est-à-dire le nombre de personnes dans le comité, et eta, qui est le nombre de nœuds internes dans l'arbre. Voilà. Tu nous avais convaincu avec la température, mais sur un arbre, ça ressemblerait à quoi comme application? Ah, ça représente pour moi des similarités entre candidats. Parce qu'avec une arête entre deux candidats, ils sont un peu similaires. Et généralement, quand tes préférences décroît, enfin, quand tu t'éloignes de ton candidat préféré petit à petit. Et il existe aussi une extension donc, de la notion d'unimodalité à des préférences unimodales sur un graphe quelconque qui a été proposé donc, en 2007. J'y reviendrai si j'ai le temps, j'espère. Voilà. Alors, ok, je vais faire des choix. De toute façon, le choix est simple. Je pense que je sauterai la partie préférence unimodale. C'est dommage. Ah, bref, on verra. Donc, il va y avoir une autre classe de catégorie de structure de préférence, ce sont les préférences à croisement unique. Donc, c'est un peu dual des préférences unimodales. Quand on parlait de préférences unimodales, on triait, en quelque sorte, on rangeait les candidats de la gauche vers la droite. On a l'idée de l'axe politique en tête. On rangeait les candidats de la gauche vers la droite. Pour des préférences à croisement unique, on va ranger les votants de la gauche vers la droite. C'est les votants, cette fois-ci, qu'on va ranger de la gauche vers la droite. En les rangeant de la gauche vers la droite, ce qui va se passer, c'est que pour toute paire de candidats, parce que les candidats sont plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite, pour toute paire de candidats, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un bloc de gauche, ou un bloc de votants de gauche qui préfèrent A à B. Et puis ensuite, au bout d'un moment, on aura tellement basculé vers la droite au niveau des votants qu'il y aura le retournement et on préférera tous les autres votants à partir d'un certain votant préféreront B à A. Et ça, ce sera vrai pour tous les votants.
Donc c'est un profil de préférence à croisement unique. C'est un profil de préférence où on peut trier les votants sur un axe gauche-droite, en sorte que pour toute paire de candidats, on a un bloc pour toute paire AB, on a un bloc de gauche qui préfère A à B, et un bloc de droite de votants qui préfère B à A. Ça s'appelle un croisement unique parce que si vous voyez, si vous tracez les trajectoires des candidats une fois que vous avez trié les votants de la gauche vers la droite, deux courbes, deux trajectoires de candidats ne peuvent pas se croiser plus d'une fois. Voilà. Vous voyez, si je prends la rouge et la verte, elles se croisent une fois. Si je prends la bleue et la grise, elles se croisent une fois. Et elles ne peuvent pas se croiser plus d'une fois. D'où le nom à croisement unique. Alors il y a des liens entre les structures. Donc les préférences unimodales, on a l'impression qu'il y a de la dualité. Donc on pourrait se dire, est-ce que la préférence unimodale et les préférences à croisement unique, c'est la même chose? Alors la réponse est non. Alors, la preuve simple de ça, c'est que si vous imposez un axe sur les candidats, vous avez 2 à la puissance m-1 tri possible vous avez 2 à la puissance m-1 préférences possibles, compatibles avec cet axe. D'accord? Préférence unimodale par rapport à cet axe. Et maintenant, si je m'impose un axe, si je considère un profil de préférence à croisement unique, j'en ai beaucoup moins que 2 à la puissance m-1 des préférences possibles. J'en ai beaucoup moins que 2 à la puissance m-1. Je crois que j'ai une borne à m-1 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est la réponse simple, de dire en fait il y a une condition qui est beaucoup plus restrictive que l'autre. Et sinon, on peut aussi le montrer à l'aide d'exemples de préférences unimodales qui ne sont pas à croisement unique et de préférences à croisement unique qui ne sont pas unimodales. Donc, non seulement c'est pas la même chose, mais il n'y en a pas non plus l'une qui est inclue dans l'autre. Vraiment, vous avez l'ensemble des préférences unimodales, enfin des profils de préférences unimodales, et l'ensemble des profils de préférences à croisement unique. Et ce sont deux ensembles qui ont une intersection non vide, voilà, et puis qui sont bien distincts. Ok, alors la reconnaissance des préférences à croisement unique, ça peut se faire à nouveau à l'aide par réduction au problème des 1 consécutifs. Je vous ai mis un petit exemple ici. Donc, c'est la construction de la matrice, bien sûr, qui va différer par rapport au cas des préférences unimodales. J'ai mis un exemple à 4 votants, 3 candidats. Et donc, on va créer, en fait, pour chaque paire de candidats, on va créer 2 lignes dans la matrice. Pour chaque paire de candidats, on va créer 2 lignes dans la matrice. Donc, par exemple, ici, la paire 1-2, je regarde, en fait, les votants qui préfèrent 1 à 2 dans un premier temps. Donc là, ceux qui préfèrent 1 à 2, c'est uniquement V1. Donc je mets et oui, alors les colonnes, pardon, excusez-moi, les colonnes de la matrice, c'est les votants. Okay, les colonnes de la matrice, c'est les votants, et les lignes de la matrice, c'est des paires de candidats, et pour chaque paire, il y aura 2 lignes. Donc je regarde, j'ai une ligne 1-2 pour la paire de candidats 1-2, où je dis, en fait, je mets un 1 dans la colonne des votants qui préfèrent 1 à 2. Donc là, il y a uniquement V1. Et puis inversement, je mets la ligne 2-1 et je mets un 1 dans la colonne des votants qui préfèrent 2 à 1. Okay, et puis je fais ça pour chaque paire de candidats. Et comme je le fais pour chaque paire de candidats, si cette matrice ensuite a la propriété des 1 consécutifs, on vérifiera bien que pour chaque paire de candidats, il y a un bloc de 1 à gauche et un bloc de 1 à droite. Autrement dit, que la propriété que le profil de préférence est à croisement unique est vérifié. D'accord? Donc, de la même manière que pour la reconnaissance des préférences unimodales, la reconnaissance des préférences à croisement unique se fait par réduction au problème des 1 consécutifs dans une matrice. Et pour ce qui est de l'élection de comité, si les préférences sont à croisement unique, il y a une propriété assez intéressante d'un point de vue algorithmique qui apparaît, c'est que vous regardez votre ordre sur les votants, vous les mettez de la gauche vers la droite, dans tout comité optimal, en fait, l'ensemble des votants qui sont représentés par un même représentant seront toujours contigus. Voilà.
Comme par exemple ici, le comité optimal pour ce profil, c'est B et D. Et vous voyez que vous avez les votants V1, V2, V3 qui sont tous représentés par B, le bloc vert, et le bloc rouge qui est représenté par D. C'est une propriété qu'on a, c'est que alors qu'on ne l'a pas dans le cas général, mais on l'a dans le cas des préférences à croisement unique. Les votants qui sont représentés par un même candidat sont contigus le long de l'axe sur les votants, de l'axe gauche-droite sur les votants. Comme on a cette propriété, on peut en tirer avantage pour développer un algorithme de programmation dynamique. Et cet algorithme de programmation dynamique est en n au carré, n je rappelle c'est le nombre de votants, fois m fois k. Donc c'est polynomial du nombre de votants, du nombre de candidats et de la valeur de la taille k du comité. Donc les préférences à croisement unique, cette notion de préférence à croisement unique a été généralisée aussi à préférence à croisement unique sur un arbre. Donc pour que des préférences soient à croisement unique sur un arbre, il faut qu'elles soient à croisement unique le long de chacune des chaînes de l'arbre. Voilà. Donc sur un arbre, ça veut dire que les sommets de l'arbre, c'est les votants, et puis on a des arêtes entre les votants. Okay. Et le long de chacune des chaînes de l'arbre, les préférences sont à croisement unique. Et quand les préférences sont à croisement unique sur un arbre, on préserve, par exemple, que le problème d'élection de comité, qui est mon running example, reste en temps polynomial. Voilà. Parce qu'on peut adapter l'algorithme de programmation dynamique qu'on a dans le cas où l'arbre est un axe. Voilà. On peut l'adapter. Il a été montré comment l'adapter. Et j'en viens donc à la dernière structure de préférence que je vais vous présenter, ce sont les préférences euclidiennes. Donc les préférences euclidiennes, c'est les préférences dont je vous ai parlé au début de l'exposé, c'est les préférences dépliables, c'est la même chose. Donc quand vous avez des préférences euclidiennes, vous placez donc les candidats, donc là je vous ai mis un exemple, à 4 candidats, A, B, C, D, et puis ce que je veux vous montrer là, c'est comment on identifie les préférences réalisables. Pour identifier les préférences réalisables, ce qu'il suffit de faire, une fois qu'on a les positions des candidats sur l'axe, il suffit de regarder le milieu de chacun des segments. Donc le milieu de AB, le milieu de AC, le milieu de AD, de BC, de BD, de CD. Je regarde tous les milieux, parce que c'est quand on passe un milieu qu'il se passe quelque chose. Entre deux milieux de segments, entre deux candidats, il ne se passe rien, les préférences restent inchangées. Il faut qu'on passe un milieu, qu'on franchisse un cap, qu'on franchisse un milieu, pour que la préférence change. D'accord ? Ici, la préférence des votants qui sont situés ici, par exemple, c'est A, B, C, D, parce que le plus proche c'est A, puis B, puis C, puis D. Le premier milieu qu'on va rencontrer quand on va se déplacer vers la gauche, c'est le milieu entre A et B. Donc on le rencontre ici, et du coup, quand on arrive ici, la préférence devient non plus ABCD, mais BACD. Et le milieu suivant qu'on rencontre, c'est le milieu entre A et C. Et la préférence, donc, du coup, devient, on était à BACD, ça devient BCAD, et ainsi de suite. Et donc, en se déplaçant de la gauche vers la droite, il y a les préférences qui évoluent. Il y a combien de milieux ? Il y en a MM-1 sur 2. Et donc, il y a MM-1 sur 2 plus 1 préférences qui sont 1 euclidiennes, ce qu'on appelle 1 euclidienne, ou dépliables, enfin, il y a plein de noms, par rapport à ce positionnement des candidats sur un axe. Alors, les préférences 1 euclidiennes, on sait qu'elles sont incluses, elles sont nécessairement unimodales, condition plus forte, et elles sont aussi à croisement unique. Parce que, en fait, si vous regardez l'ordre sur les votants que vous allez utiliser, vous allez placer les votants le long de l'axe, et l'ordre sur les votants que vous allez, pour représenter leur préférence, et l'ordre sur les votants que vous allez avoir le long de l'axe, ok, ce sera un ordre à croisement unique. Voilà. Donc, la question naturelle qu'on se pose, c'est la suivante, c'est est-ce que cet ordre à croisement unique, est-ce que les préférences 1 euclidiennes, est-ce que l'intersection des préférences unimodales et des préférences à croisement unique correspond exactement aux préférences 1 euclidiennes? Voilà, la question qui paraît naturelle de se poser, comme toute profil de préférence 1 euclidien est à la fois unimodal et à croisement unique, c'est est-ce qu'en fait
ça correspond précisément à l'intersection de l'ensemble des préférences à croisement unique, enfin des profils de préférence à croisement unique, et des profils de préférence unimodaux. Et la réponse à cette question est non. Vous avez des profils de préférence qui sont à croisement unique, qui sont unimodaux, mais qui ne sont pas un euclidien. Néanmoins, donc il existe un algorithme en temps polynomial qui reconnaît si un profil donné est un euclidien. Voilà. Alors, comment je vais conclure? Il y a une extension des préférences euclidiennes qui sont les préférences euclidiennes en dimension D. Okay, par exemple, en dimension 2. Donc là, c'est vraiment l'extension très naturelle, très intuitive, je sais comment je vais conclure. C'est vous projeter les votants et les candidats dans le plan de manière à ce que les préférences des votants soient décroissantes avec leur distance aux candidats. Okay, et en faisant ça, vous offrez beaucoup plus de marge de manœuvre. Voilà. Ça autorise beaucoup plus de préférences possibles. Vous pouvez expliquer bien davantage de profils de préférence avec une représentation euclidienne. Le problème, c'est que quand les préférences sont euclidiennes, ça ne rend pas les problèmes plus faciles. Déjà, détecter si des préférences sont euclidiennes, c'est ce que j'ai écrit là. Détecter si des préférences sont euclidiennes, c'est un problème très difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, les positionnements des votants et des candidats peuvent requérir un nombre de bits qui est exponentiel du nombre de votants et de candidats pour pouvoir les expliquer. C'est-à-dire que vous avez des préférences qui sont bien euclidiennes, mais les positions doivent être tellement précises pour que ça marche, pour que fournir la représentation, c'est exponentiel du nombre de votants et de candidats. Donc c'est difficile à reconnaître, et en plus ça n'a aucun intérêt algorithmique. En tout cas, pas prouvé jusqu'à maintenant. Donc on va se dire, mais pourquoi s'y intéresser? Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, vous voyez, et des gens très connus dans notre discipline. Voilà, comme vous voyez ici, des gens bien connus, Joseph Pascal qui s'y est intéressé. Eh bien, pas pour faire de l'algorithmique, mais pour faire des sciences des données. C'est-à-dire que ça a un rôle, en fait, si vous avez, faites de l'algorithmique pour quand même vous reconnaître, pour obtenir votre représentation. Et une fois que vous avez votre représentation, c'est un outil de visualisation et c'est un outil d'explication des préférences. Voilà. C'est comme un outil d'analyse des données, comme on fait de l'analyse en composante principale, sauf qu'ici, on n'a pas besoin de description des votants et des candidats. Et le bonus, c'est qu'une fois qu'on a cette représentation, on peut aussi s'en servir pour faire de la prédiction de préférence. C'est-à-dire que si un nouveau votant arrive, qui nous donne quelques préférences, eh bien on peut inférer plein d'autres préférences à l'aide de la structure qu'on a identifiée. Et je m'arrête là.